les imperfections de timing raisonnable. Donc, je vous présente notre conférencier. Alors, il n'aime pas qu'on dise archéologue amateur, c'est amateur d'archéologie. Voilà. À l'origine, c'est Jean-Pierre Moreau, qui vient de Jaune. Alors, c'est très loin d'ici, c'est Bray-sur-Seine. Non, je ne viens pas de Jaune. J'habite à Longueville, mais j'ai fait oui. de nombreuses recherches sur le village de Jaune, où j'ai des attaches familiales et où, depuis des années, j'ai parcouru tous les champs. Voilà. Donc, on a pour but cet après-midi de vous parler d'une façon générale des nécropoles gauloises. Une nécropole, en fait, la définition, c'est un grand cimetière. Et voilà. Et à partir de là, ici, dans les années 1890, ils ont découvert un peu par hasard qu'il y avait effectivement une nécropole sur la colline des Crayas. Donc on verra sur la carte tout à l'heure. C'est dans l'exposition aussi. Mais par contre, si je veux dire, c'est qu'il y en a un peu partout le long de la vallée, parce que la vallée d'Assène était une vallée très peuplée, du fait de sa configuration géologique, du sable, des forêts, du gibier, du poisson. Et donc, c'est l'époque où les gens commençaient à se sédentariser. Ce ne sont plus des nomades, maintenant ils en font des villages, ils font de l'élevage, et ce sont des Celtes. Alors, dans la petite vidéo qui suivra, si vous voulez la voir, on dit que c'est Jules César qui a nommé les Celtes de Gaulle les Gaulois. C'est un mot inventé par les Romains, en fait. Voilà. Bon, bref. Et donc, Jean-Pierre va commencer par vous parler des recherches qu'il a fait sur Jaune, mais c'est quand même quelque chose d'assez proche de notre sujet. Et puis après, tout doucement, on ripera sur la nécropole de Montigny. Juste un détail pour démarrer le sujet, c'est qu'à l'heure actuelle, on a connaissance de 80 tombes qui ont été découvertes. On ne sait pas trop bien où elles sont du fait que, à l'époque, c'était vraiment des très amateurs. Et tout n'a pas été fouillé, et il devrait y en avoir beaucoup plus. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Pierre, et moi j'interviendrai un petit peu tout à l'heure à partir d'images pour essayer de caler notre discussion. Voilà, bonjour à tous, moi je me présente donc Jean-Pierre Moreau, et Gildas il a déjà fait mon curriculum vitae déjà. Alors le sujet, j'étais un petit peu pris de court parce qu'il me dit est-ce que tu peux intervenir à une conférence? C'est un peu compliqué. Mais j'étais un peu pris de court. Donc le sujet, j'ai fait assez succinctement, j'ai fait un comparatif entre les nécropoles du Vicus de Jaune, où j'ai fait des recherches pendant 40 ans, et celle de Montigny-Loncoux, au lieu-dit la montagne de la Marguerite. Alors, je vais tenter de faire une comparaison entre ces deux nécropoles, différentes du point de vue topologique, topographique et probablement typologique. En effet, je pourrais qualifier celle de Montigny-Loncoux comme issue de la ruralité et celle de Jaune comme une nécropole périurbaine. Si l'on considère que le village de Jaune, c'est un village antique, ça s'appelle un vicus, c'est cette dernière que j'ai maîtrisé le plus depuis 40 années passées à rechercher sur ce terrain. Les fonds anciens de Provins et les archives départementales du 77 et du 89, la lecture de plusieurs auteurs antiques, Vitruve et Strabon, et enfin des recherches de terrain pendant 30 ans, m'ont amené à éditer un modeste livre sur le Vicus de Jaune antique. Donc s'il y a des gens qui veulent l'acheter. Ces divers paramètres mettent en évidence Jaune comme carrefour important puisque la voie Agrippa, donc c'est une voie qui était l'une des voies principales de la Rome antique. Ça correspond carrément à l'autoroute du Sud actuellement pour les Roms. Donc la voie Agrippa qui était encore large de 4,80 m, je l'ai mesuré il y a quelques années en arrière, se croise avec une voie gallo-romaine et pré-romaine dite de Seine. Donc il y a une voie pré-romaine, probablement celtique, et gallo-romaine qui passait de Montreux, Canécluse, etc., Bazoches-les-Bray, Valois, Bazoches-les-Bray, et qui filait le long de la Seine jusqu'à probablement Nogent-sur-Seine et voire peut-être Troyes. Donc elle se croisait donc au niveau de Jaune et ça faisait ce qu'on appelle un carrefour. Alors, en
En latin, ça s'appelle un quadrivium. 4 fois quadrivium. Voilà. Donc, d'après cette voie de Seine, d'après un monsieur qui s'appelait Héron de Villefausse, qui a fait énormément de recherches au XIXe siècle, et monsieur Gélin, avec qui j'ai fait pas mal de recherches, qui est décédé maintenant, qui était un ancien ingénieur militaire, géographe. Voilà. On distingue nettement cette voie sur la voie RD 512, une levée de terre, donc ça s'appelle un talweg. C'est pas qu'il faut être spécialiste, il faut être un peu curieux, et on voit généralement une petite butte de terre tout le long qui file. Je vous expliquerai après pourquoi. En parallèle avec l'actuel RD, passant à 80 mètres à peu près en aval du cimetière de Jaulnes, puis de Grésy-sur-Seine, et je l'ai repéré sur près de 15 km de long, de Noyen-sur-Seine jusqu'à Ballois, en compagnie de colonel Gélin, en 95. Alors le vicus de Jaulnes et ses nécropoles. Alors à l'ouest, il y a... Alors à l'ouest de Jaulnes, si vous voulez l'ouest, c'est côté Bray-sur-Seine. Donc à l'ouest de Jaulnes, il a été découvert une nécropole récemment. C'est l'INRAP, c'était l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui a fait des fouilles en 2008 et 2012. Cette nécropole était déjà présente au XIXe siècle, puisque j'ai un de mes amis maintenant qui est décédé, mais qui était agriculteur, M. Bonfils, qui avait déjà trouvé 3 sarcophages en 1938 avec son père. Donc il y a cette nécropole. Alors ces nécropoles-là, on les appelle orbi-urbi parce que les nécropoles gauloises et ainsi que les nécropoles romaines étaient toujours en dehors d'un village. Il n'y avait jamais on n'enterrait jamais les gens dans le village. C'est une tradition. C'est une tradition pas chrétienne, c'est une tradition païenne. Et les chrétiens ont repris le même système, puisque vous avez qu'à regarder, tous les villages, les cimetières, ils sont en dehors du village. Il y en a très très peu à l'intérieur ou autour de l'église. C'est exact, madame. Alors, donc cette nécropole, elle a été fouillée donc, en 2012 par l'INRAP. Alors, on sait pas exactement, enfin si, on sait exactement ce qui s'est passé sur cette nécropole, parce qu'ils l'ont quand même fouillé assez correctement. Donc il y a probablement un petit peu de celtique, c'est pour ça qu'on va faire la différence tout à l'heure, un petit peu de celtique, beaucoup de gallo-romains, et après gallo-romains, c'est-à-dire bas-empire, c'est-à-dire mérovingien. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit peu de ce parallèle avec la nécropole de Montigny. Voilà, donc à l'est du village, il y a une autre nécropole qui a été fouillée au XIXe siècle. Généralement, c'était au XIXe siècle, on fouillait pas mal, parce que l'empereur Napoléon III était un féru d'archéologie, et c'était un celtisant très très imminent. Donc il a demandé à faire des fouilles à Alésia, et donc vous êtes tous au courant du centre celtique d'Alésia et de cette bataille. Voilà. Donc les fouilles au XIXe siècle, alors on a quelques écrits du XIXe siècle de l'abbé Bonneau. Lors de la construction du nouveau cimetière, il y a eu un sarcophage d'un certain Génésius qui a été trouvé proche de l'ancien cimetière. Un autre est visible dans la cour de ferme de M. Bonfils, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui a été découvert en 1938 au lieu-dit les Fosses de Jaulnes. Et un autre a été découvert lors de plantations de platanes à la sortie de Brest. Donc ça, c'est un ancien agriculteur qui m'a donné cette information. Et il y aurait une troisième nécropole, mais ça c'est des supputations, qui se situerait à Choyaux. Choyaux, c'est un petit hameau qui est juste à côté de Jaulnes. Parce qu'en fait, Jaulnes, il y a le village de Jaulnes et quelques petits hameaux qui sont autour. Alors ça, c'est une information, c'est pareil, que j'ai eue il y a quelques années en arrière. Il y aurait peut-être une nécropole, mais personne n'a fait de fouilles caractéristiques.
Par contre, moi, j'ai trouvé quelques objets, quelques artefacts à côté, à environ une cinquantaine de mètres. J'ai mis en exposition Oui. une petite film. Quelques objets, oui. Voilà. Alors, l'abbé Bonneau signale aussi la présence de sarcophages et de sépultures sans aucune précision trouvées en bordure de Seine lors de la construction du probable barrage. Donc, apparemment, il y aurait pratiquement 4 nécropoles sur le village de Geôle, qui était un village extrêmement important à l'époque romaine. C'est ce que j'explique dans mon livre. Alors, du point de vue proto-historique, des fouilles préventives ont été réalisées à Peugny et ils ont trouvé une grosse nécropole qui est la Celtique. Donc c'est d'Athènes. Alors c'est une nécropole. Alors Peugny fait partie de Geôle. C'est un village qui est de l'autre côté de la Seine, donc partie nord. Lors d'une exploitation de carrière, il a été trouvé une sépulture, enfin des nécropoles relativement très intéressantes au niveau historique et au niveau archéologique. Alors, je vous explique vite fait comment elle est cette nécropole. C'est une nécropole qui est circulaire, avec des rayons. Et au pied de chaque rayon, et en limite, si vous voulez, du cercle, il y avait des sépultures. Donc dans ces sépultures, il y avait des pots qui sont semblables à ceux que vous avez vus, mais qui étaient beaucoup plus gros. Et c'était des sépultures à incinération. Dans ces pots, il y avait incinération de l'individu ou de la femme ou de l'homme. Et après, on mettait le reste de l'incinération dans un pot avec des offrandes. Ça, c'est le principe millénaire, voire trimillénaire de ces sépultures. Voilà. Alors, ce caractère exceptionnel, c'est apparemment dans l'Europe, enfin de l'Ouest, hein, pas l'Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest, il y en a deux. Il y en a une qui a été trouvée à Geôle, donc à Peugny, et une qui a été trouvée en Italie. Donc c'est relativement exceptionnel. Alors c'est lié, si vous voulez, au culte solaire, parce que le cercle, c'est le soleil, et les rayons, c'est probablement les rayons du soleil que les anciens voyaient comme nous voyons. Donc c'est aussi une analogie aussi avec les roues à char. Les chars de roues avec leur membrure en rayon. Et c'est probablement, alors c'est ce que disent les archéologues, moi je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais c'est ce que disent les archéologues, ça serait lié peut-être à ce qu'on appelle les sépultures de Achard qu'on trouve beaucoup dans la Marne et la Haute-Marne actuellement. L'une qui a été trouvée récemment et qui est magnifique, c'est celle qui a été trouvée à côté de Troyes. Ceux qui vont de temps en temps faire des achats chez Marx à Paris, et ben c'est juste au rond-point. Il a trouvé une énorme sépulture, c'est une tombe à char, et dessus ils ont trouvé des chaudrons exceptionnels. Voilà. Donc ça serait lié au niveau analogie à ce genre de sépulture. C'est-à-dire 400 ans, 300-400 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est la pleine période de la tombe. Voilà, alors pourquoi j'ai fait un parallèle entre Geôle et Montigny? Parce que les nécropoles de Geôle sont des nécropoles urbaines, parce que le village de Geôle était un vicus, et un vicus très important, et là je vais vous dire pourquoi le vicus était très important à l'époque. Alors l'importance du pont romain, parce qu'à Geôle il y avait un pont romain. Et comme cette voie, la voie Agrippa, est une voie extrêmement fréquentée à cette époque-là, le passage était un passage stratégique. Donc la voie Agrippa, qui est une voie consulaire principale dans l'Empire romain, elle fait quand même 800 km de long.
elle part de Nîmes et elle arrive à Boulogne-sur-Mer. Donc en passant par Auxerre, Sens, Reims, après elle bifurquait, parce qu'il y avait 2 bifurcations, Amiens, et puis après elle allait sur Boulogne. Et la bifurcation à Amiens, à Amiens, effectivement, la bifurcation à Amiens, elle repartait sur Trèves. Donc c'était une voie extrêmement, extrêmement importante. Donc elle part de la Narbonnaise et elle va jusqu'en Gaule Belgique. Rectifiée. Alors cette voie Agrippa, à Jaulnes, ce sont un peu les propos de mon livre, c'est ce qu'on appelle, moi j'ai appelé ça les nouvelles considérations. Les gens du XIXe siècle n'ont pas approfondi, si vous voulez, cette voie romaine. Il y avait un numéro, c'était marqué voie romaine, j'habite au 3 voie romaine, mais ils n'ont pas approfondi. Et moi je me suis aperçu au bout de plusieurs mesures de mes recherches que la voie était légèrement déviée. Alors, il aurait fallu que je fasse effectivement une photo, mais j'ai été un peu pris de court, Gildas. Oui, il revient de, voilà. de Corfou. C'est ça, la voie romaine, elle est ici, et elle rentre dans le village comme ça. Mais normalement, les ingénieurs romains et ce qu'on appelle les géomantracies, ces gens-là, ils traçaient directement droit. Et c'est ce que je me suis aperçu au bout de plusieurs années, qu'en fait, la voie romaine, elle passe ici. En fait. Voilà. Elle ne passe pas dans le village ici. Et les auteurs du 19e siècle ont dit la voie romaine passe à gauche. Non, elle ne passe pas à gauche, monsieur, elle passe à droite. Donc c'est sur ce livre que j'ai expliqué toutes ces nouvelles considérations. Donc j'ai un peu démoli les érudits du 19e siècle, mais excusez-moi, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc elle passe probablement dans une rue qui s'appelle la rue du Rognon. Alors, au niveau étymologique, ce qu'on appelle toponymie, quand vous avez une rue qui s'appelle la rue du Rognon, généralement c'est une voie romaine. Alors, vous avez dans certaines cartes des voies qui s'appellent la voie Perret. Par exemple, la voie romaine de Jaulnes, elle s'appelle le Perret. Pourquoi le Perret? Parce que ça vient de pierre. Et les voies romaines étaient en pierre. Vous avez à Bazoches-les-Bray une voie qui s'appelle la voie ferrée. La voie ferrée, c'est la voie romaine qui passe, c'est la voie le long de la Seine. Au lieu de l'appeler ferrée, ils ont mis Perret. Mais je pense aussi que quand il y avait des destructions de la voie, il y avait des gens qui reprenaient des pierres et puis qui les réparaient, comme actuellement nos gens de la DESC les réparaient. Enfin, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Voilà, donc je me suis aperçu donc, que cette voie romaine à Jaulnes, elle arrivait sur ça s'appelle une lentille de sable, une lentille aréneuse. Pourquoi? Parce que je l'expliquais tout à l'heure, les Romains ou les Gaulois ne fondaient jamais des ponts sur de la glaise, parce que la plupart de nos terres ici, c'est des terres qui sont limoneuses et glaiseuses. Donc ils fondaient les ponts sur du sable. Parce que je peux vous dire que celui-là qui connaît le bâtiment, je peux vous dire que si vous fondez des pieux sur du sable, ça ne bouge pas. Voilà. Donc c'est à cet endroit-là où la voie romaine atterrissait et arrivait sur ce pont. Alors c'est un pont qui faisait, moi je l'estimais à peu près à 40 mètres de longueur, parce qu'il y a un rétrécissement du fleuve. Donc ce fleuve, eh bien c'est plus facile quand même de passer un fleuve qui fait 60 mètres de large à un fleuve qui fait que 40 mètres de large, c'est plus facile quand même. Voilà, donc je l'ai estimé à cet endroit-là, à peu près à 40 mètres de long. Alors je vais rentrer un peu dans les détails. Pourquoi 40 mètres de long? Parce que ça fait 8 travées. Et il y a un monsieur qui s'appelle Vitruve, qui était un architecte et ingénieur romain du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a établi des normes bien précises au niveau construction, et dans un livre qui s'appelle De Architectura, et dessus il précise que les
empattements, si vous voulez, c'est 5 mètres. Donc je l'ai estimé, ça fait à peu près 40 mètres de long, de largeur. J'ai dit, il y a 8 travaux. Alors, je vais faire un petit peu de technique. Toutes les maisons qui sont ici, les maisons anciennes, vous avez qu'à regarder, les largeurs entre murs porteurs, elles font 5 mètres. C'est bizarre quand même, hein. Eh bien, ça vient des Romains. Parce que les poutres, à cette époque-là, une poutre qui fléchit, c'est ce qu'on appelle la limite d'élasticité de la poutre. Ben, une poutre qui fléchit à 5 mètres, il n'y aura pas de problème. Quand ça va commencer à faire 6 mètres, 6 mètres 50, ça va commencer à plier. Voilà. C'est tout bête. Alors je l'ai dit un jour à un archéologue, il m'a dit, mais comment vous savez que ce mur-là, il est à cet endroit-là? J'ai dit, monsieur, vous lisez des architectural de Vitruve, et puis vous le saurez. C'est pour ça que je suis un modeste amateur. Pas de compétition. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Donc je l'estime à peu près à 40 mètres, le pont. Alors c'est un pont, il faut savoir qu'à l'époque romaine, les fleuves n'étaient pas comme les nôtres. Parce que nous maintenant, depuis le XIXe siècle, on a endigué les fleuves. Tous les fleuves de France ont été endigués. Le Rhône, la Saône, la Seine, sauf la Marne, etc., etc. Donc on a mis, alors je vais rentrer un peu dans les détails, on a mis des pales blanches, on a mis des digues, on a mis des perrets, on a mis toutes sortes de choses. Et à cette époque-là, la Seine, elle était pratiquement le double de ce qu'on voit maintenant. Donc elle était beaucoup plus basse et les gens pouvaient passer plus aisément les ponts. Donc généralement, c'est ce qu'on appelait des ponts gays. Donc ils étaient jamais submergés, si vous voulez. Voilà. Alors c'était des ponts avec des pieux en chêne, parce que le chêne est imputrescible. Donc c'est ce qu'on appelle anaérobie. L'absence de... Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ça va vous embêter. Voilà. Alors on les a retirés, ces pieux, au XIXe siècle, quand ils ont fait le barrage. Quand ils sont tombés... Alors pour faire un barrage, on fait ce qu'on appelle un bâtard d'eau, c'est-à-dire que le barrage réel, il est là, et le bâtard d'eau, il est là. Donc on fait un bâtard d'eau pour détourner l'eau. Donc le fond est à sec, et vous pouvez après travailler sur le barrage. Et quand ils ont fait le bâtard d'eau, ils sont tombés sur les pieux de ce pont. Donc ils ont arraché les pieux. Ça a été attesté sur un écrit du XIXe siècle, fin du XIXe. Et donc c'est des pieux qui faisaient à peu près entre 70 et 80 cm de large. Donc c'était des beaux chênes à l'époque. Et ils ont été, apparemment, ils étaient intacts. Noircis, mais intacts. Alors, sur mon livre, j'ai fait une photocopie, des fouilles qui ont été réalisées. Voilà les pieux qui ont été sortis de Jaune. C'est une copie de fouilles qui ont été réalisées en 96 sur un autre fleuve. Voilà, donc c'est pour dire que ce village était très très important. Donc s'il était important, c'est qu'il y avait une énorme population, et c'est pour ça qu'on retrouve au minimum 3 nécropoles, voire peut-être 4. Voilà. Et là, après, on va pouvoir attaquer la partie de Montigny. Parce que ça, c'était des nécropoles, ce qu'on appelle, je dirais, périurbaines, c'est-à-dire avec des structures de village, c'était un gros bourg. Et là, les nécropoles de Montigny-en-Caux, c'est pas le même problème. Alors tu peux faire quelques petites photos. On va essayer de vous en présenter. Alors que je mette la machine en route. Juste pour dire que par rapport à Jaune, c'est un village rural. Voilà. Donc déjà, on n'est plus du tout la même configuration, moins de population, moins de moyens. Les tombes sont plus modestes d'une façon générale. Les objets qu'on y trouve sont eux-mêmes plus modestes. Vous avez vu la taille des pots, c'est des petits pots. On est dans le monde rural. Voilà.
on est dans la même époque que Cité Jean-Pierre, c'est-à-dire la fin du 19e, où la fouille archéologique celto, je sais pas quoi, était très à la mode, favorisée par le pouvoir politique, pour redonner une âme à la nation française. Un peu, ça vous rappelle pas les temps qui courent? Bon, et Napoléon III était le pourvoyeur de cette idéologie. Et donc ça a perduré. On a fait, vous verrez dans l'exposition, il y a des reproductions de tableaux. Ils n'ont bien entendu rien à voir avec la réalité. C'est de l'imaginaire pour rendre le Gaulois attractif et faire le nouveau citoyen français. Je vous ai compris. Voilà, c'est ça. Donc, par contre, ils les ont sauvagisés. À la suite de cette conférence, il y a une vidéo qui circule en boucle où on a pompé complètement l'émission de C'est pas sorcier sur les Gaulois. Et vous verrez que les gens qui sont aussi des archéologues, spécialistes de cette période, disent que c'était des gens extrêmement soignés, très coquets, bien rasés, et surtout qui venaient du centre Europe via l'Inde, et qu'ils n'étaient certainement pas tous blonds comme les blés. Hein. Ce n'étaient pas des vikings. Hein. Ils avaient plutôt un peu basané. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, avec des roues, des populations très diverses. Donc là, je vous conseille de regarder cette vidéo, parce qu'elle est très, très, très instructive. Donc M. Montigny, à la suite dans cette période-là, donc pour raconter l'histoire générale, on connaît assez mal parce que c'était pas des professionnels. Donc du coup, ils ont laissé des renseignements extrêmement lacunaires. Il manquait, on est incapable de savoir où sont les tombes, par exemple. On sait où elles sont globalement, sur le secteur qui s'appelle la justice, qu'il était là certainement au Moyen-Âge, le lieu d'exécution, comment on appelle ça, des gibets, voilà, j'ai perdu le nom, parce que c'était un peu la mode d'exposer les gens qu'on tuait, c'est comme ça aussi. Hein. Donc ça s'était appelé la colline des Crayas, et aussi, c'est pour ça que j'ai pris ce titre, la montagne de la Marguerite. Parce que plus bas, il y a la vallée de la Marguerite. Voilà. Bon. Pourquoi Marguerite? Là, on ne sait pas non plus. Bon, une fois que j'ai dit ça, un jour, un paysan local, de la famille de M. Goua, pour ceux qui connaissent, donc son arrière-arrière-grand-père probablement, veut replanter un terrain en friche de vignes, parce que c'était quand même une activité assez importante. Tout le long de la vallée de la Seine, de Montreux à Troyes, il y avait des vignes partout. C'était l'activité agricole presque principale à une époque. Ce vin montait sur Paris, ça devait être une répliquette, mais comme ils ne savaient pas conserver le vin, c'était les circuits courts obligatoires, parce que sinon ça arrivait en vinaigre. C'est pour ça qu'ils mettaient un peu de miel, les Romains aussi, dans leur vin, qui était certainement imbuvable aussi. Bon, bref, donc voilà que ce brave homme veut planter de la vigne, et au troisième ou quatrième coup de piège, j'invente là, hein, il tombe sur il entend gling-gling, et il tombe sur un collier, on appelle ça un torque. Voilà. Alors, comme c'était des gens, ils étaient quand même pas... Enfin, c'était très à la mode, tout ça, il est surpris, et il porte ça à la mairie. À la mairie, il y avait un édile local, c'est M. Bergeron, parisien, bourgeois, peintre de son état, parce que je ne connais pas de profession, il ne l'a jamais cité, et amateur grand voyageur, etc. Il avait déjà une collection d'objets qui venaient de l'huile de Malte, tout ça. Bon, bref, et là, il a tout de suite, il a dit ah, mais c'est intéressant, et il a tout de suite fait le rapprochement avec la période des Gaulois, quoi. Il a donc, pendant 2 ans, avec 5 ouvriers, loué les terres de M. Goua pour fouiller. Voilà. Bon, ils ont sorti tout ce qu'il y a là-bas. Ils ont tout rebouché, et on ne sait pas où c'est. Voilà. C'est moche, hein. Et attendez, je regarde 50 ans plus... 50 ans, 1900, d'autres ont recommencé, pour les mêmes raisons. Ils ont recommencé, alors là, ils avaient trouvé 40 tombes, 40 sépultures. Donc c'est pour ça qu'on dit une nécropole, parce qu'une nécropole, c'est un gros cimetière. Et en 1900, à peu près, M. Buisson, voilà,
pareil, même genre de bonhomme, bourgeois, édile et intellectuel. Et pareil, on lui ramène un objet et il recommence les fouilles parce que l'objet avait été retrouvé un peu plus loin sur le plateau de Craie. Et voilà, donc ils ont retrouvé 40 tombes. Alors, vous savez qu'on est à 80 tombes. Et d'après ce que j'ai pu lire dans certains comptes rendus, tout n'a pas été fouillé. D'ailleurs, dans les propos même de M. Bergeron à l'époque de 1894, il dit lui-même qu'il n'est pas allé au bout des tunnels. Parce qu'il faut... Ah oui, je n'ai pas précisé ça, c'est important. C'est que tout était... Pourquoi ils étaient dans ce calcaire? Parce que le calcaire, c'est hydrophile. Enfin, je vois... Ça pompe l'eau. Ça permet une meilleure conservation des corps. Il y a moins d'humidité. Ils ont creusé des tombes les tombes sont à même la roche. Les corps sont posés sur le fond de la cavité qu'ils ont fait, des pierres par-dessus, et ils leur mettent un peu de terre, et terminé. Bon, après, voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les constructions, l'infrastructure mortuaire étaient bouchées, avec du sable, de la cendre, des résidus de charbon de bois, aussi des sables du calcaire qu'ils avaient effrité en creusant les tombes eux-mêmes, et c'était complètement bouché. Donc ça a pris un temps infini, et c'est pour ça qu'ils ont resté 2 ans pour trouver les 40 tombes. Ils ont tout évacué. Forcément, en archéologue, ils ont fait attention en arrivant sur les ossements et tout ça, ils ont en extrait quelques-uns. Ils ont surtout pris ce qu'on appelle les artefacts ou le mobilier, c'est-à-dire les petits pots, les urnes funéraires ou des plats, enfin, ça c'est la partie rituelle, on en parlera un tout petit peu à la fin. Les Gaulois, ils avaient une notion de la mort qui était un peu différente de la nôtre. Donc, ces pots étaient posés le long des corps, et donc ils les ont extraits. Ils les ont ramassés, mais ils n'ont pas touché au corps, parce qu'a priori, le seul ossement qu'on a, c'est celui de la tombe numéro 5, c'est un guerrier, apparemment un sacré lascar, et ils ont tout rebouché, voilà. Et puis, c'est tombé dans l'oubli, et à notre époque, les terrains sont complètement embroussaillés, donc on a un taillis, qui est impénétrable. On a été faire un tour avec des ustensiles de détection. Bon, on n'a absolument rien vu. De toute façon, c'est privé. Ça appartient, une partie des terrains appartiennent au domaine de l'abbaye Croilly, qui nous ont pas donné... D'abord, on n'a pas les compétences d'archéologues pour fouiller faire ce genre de travaux. Et j'ai essayé de contacter leur archéologue, ils ne nous ont jamais répondu. Nous ne faisons pas partie du sérail, comme on dit. Là, on est des rebelles. On ne fait pas partie du sérail, on ne leur rapporte rien, on ne les intéresse pas. Voilà. Donc, on n'a jamais rien de leur produit. Donc, on reste avec nos artefacts, puis les quelques écrits des époques 1900, mais encore une fois, ils sont très lacunaires en termes d'informations techniques, parce que, un exemple d'écrit, non loin de là, une deuxième tombe. Voulez-vous chercher quelque chose à non loin de là? Non, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, un peu au nord, enfin, etc. Et alors qu'il y a des choses extraordinaires, vous verrez dans les affiches, parce que je ne peux pas parler en même temps et manipuler l'ordinateur, je ne suis pas assez habile, on a des reproductions de l'époque, des schémas des tombes, ce sont des nécropoles, des mini-pyramides souterraines de 2,60 m de profondeur avec un escalier qui descend dedans. Après, vous avez un grand couloir, alors il est décrit, le plein cintre, c'est-à-dire, c'est le roman, le plein cintre, qui s'enfile dans la terre, ils ne sont même pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas tout vidé, ils en ont trouvé 2 ou 3, ils poussaient des tombes, et hop, ils ont bouché, et ils sont repartis, etc., etc. Bon, voilà. Donc, on est un peu comme des, comment on va dire ça, des enfants abandonnés, parce qu'on a un trésor sous les yeux, et on ne sait pas s'en servir. Alors peut-être qu'un jour, grâce à ce genre de manifestation,
on pourra peut-être intéresser quelqu'un. Bon, peut-être Jean-Pierre, tu as quelque chose à dire en plus que moi là-dessus. Là, moi, sur la nécropole. Vas-y, continue, j'arrête. Donc, moi, j'ai visité en Nevis le musée de la mairie avec M. Galet et de nombreux artefacts qui ont été découverts. Alors, moi, j'ai condensé un petit peu les différentes fouilles, comme tout humain, qui me suis posé un certain nombre de questions, et je pense que vous en posez aussi sur l'atypisme de cette découverte. Donc, d'après les écrits du 19e et 20e siècle, il semble a priori que plusieurs entités funéraires ont été mises au jour et fouillées partiellement par diverses personnalités de la commune ou des amateurs érudits. Au XIXe siècle, le leitmotiv était la recherche des antiquités à caractère celtisant dans notre France, insufflée par l'empereur Napoléon III, féru du patriotisme gaulois. Alors, vite fait, parce que Gildas m'avait dit de faire un récapitulatif des fouilles. Donc, les premières fouilles ont été réalisées en 1867 et 1868 par un monsieur Delestre, avec la participation de monsieur V. Brunet de Perle, qui fouille à la montagne de la Marguerite. Il présente à la Société impériale des antiquaires des torques disponibles sur le net par percée. En 1869, il semble que d'autres fouilles ont été pratiquées par un monsieur Buisson, ancien maire, président de la Chappe, qui aurait découvert 4 tombes à une centaine de mètres des découvertes de 68. Les écrits citent tête au nord, à 100 mètres de celle de 1868. Artefacts trouvés, débris de poteries rouges. Alors, les poteries rouges, c'est probablement de la sigillée. Moi, je ne vais pas m'étendre sur la sigillée. Des monnaies constantiniennes. Il semble que dans le même temps, d'autres monnaies ont été trouvées au lieu d'huile et laboureurs. Sépultures gallo-romaines du Pas-Empire probable. Une quarantaine de tombes ont été découvertes, voire plans. Il semble a priori que 2 sépultures monumentales furent mises à jour. Ces tombes creusées dans le calcaire représentent probablement une habitation en modèle réduit. Semble relever de pratiques funéraires en hypogée, c'est ce qu'on appelle en hypogée, que l'on retrouve chez les Égyptiens, entre parenthèses des mastabas. Les mastabas, c'était la maison typique de l'Égyptien il y a 3000 ans en arrière, qui est carrée, et les gens faisaient une sépulture dans la terre, puisqu'il fallait séparer le monde des vivants avec le monde des morts. Donc, et les Grecs et les Étrusques. Alors moi j'ai montré à Gildas une photo que j'ai prise il y a 3 jours en arrière à Corfou, où ça fait comme une hutte, et c'est un monument funéraire en fait. Donc les gens représentaient, si vous voulez, le vivant qui était mort, et ils le transposaient dans la terre. Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 tombes qui ont été trouvées avec des escaliers, et je pense, enfin, après, moi je ne suis pas un archéologue spécialisé, mais je pense que c'est ce qu'on appelle les tombes à hypogée. Voilà. C'est celles qui étaient dans la terre, enfin profondément dans la terre. Voilà, alors après 1888, il y a d'autres découvertes fortuites par l'instituteur M. Roussin, toujours à la montagne de la Marguerite. Il fut mis à jour plusieurs colliers, dont 2 déposés à l'école. Après, moi je ne connais pas. 1894-95, un monsieur Eugène Bergeron et A. Guitonneau rendent compte de leurs propres fouilles au comité de travaux historiques et scientifiques. La colline dite des Crayas retient toute l'attention au lieu-dit de la justice et les chenaux. Ils exhumèrent 5 sépultures tête au nord et aussi au sud. Mettent à jour des fibules, des anneaux, des bracelets, des poteries de Samos. La poterie de Samos, c'est une poterie sigillée. Si vous voulez, je vous montrerai ce que c'est. Elles sont exposées. Hein. Et un glaive. Puis 6 autres. Tri sans artefacts, 3 bijoux et armes. Le nouvelliste de Seine-et-Marne confirme l'existence d'un cimetière. Albert Cattel, historien, note que de tombeaux et armes, médailles et objets ont été mis au jour, sans aucune précision. Alors, il faut voir ceux qui sont très intéressés. Il y a un document de la Chappe, qui est la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Provins. C'est le numéro 1, tome 5, 1901, à la bibliothèque des Fonds anciens de Provins. Donc, si vous voulez avoir des renseignements sur Montigny-en-Caux, vous allez à la bibliothèque des Fonds anciens de Provins, vous trouverez tout.
Alors, le rappel du toponyme de la justice, comme a dit Gildas, le lieu-dit de la justice atteste du pouvoir du seigneur local et désigne l'endroit où s'élevait généralement le gibet, souvent sur une hauteur et à l'extrémité du finage. Alors, la hauteur, c'est la colline Marguerite, c'est un point culminant qui domine toute la vallée, très important. Et puis le finage, c'est la fin de Montigny-Nancourt et le début de Lancy-Châtel. Voilà. Alors, avant d'être vu de loin pour rejeter symboliquement le condamné hors de la communauté. C'est pour ça que tous les cimetières, toutes les nécropoles sont hors de la communauté et jamais dans un village. Donc c'est pour ça que c'est atypique ces nécropoles, parce que le village, vous ne l'avez pas situé. Le mobilier n'a jamais bougé, à mon sens. Hein. Oui, mais ce qui est atypique, c'est que Montigny est à plus de 2 kilomètres. Donc, à Jaune, à 1 km, même pas 1 km, 500-600 mètres près, vous avez les nécropoles. C'est là l'atypisme entre... on peut penser qu'il y avait un aspect très symbolique sur le lieu de la colline des Crayas, et où la montagne de la Marguerite. C'est sa position très en hauteur, dominant toute la vallée de la Seine, voire même on apercevait la vallée de Lyon au loin, et à la proximité de l'eau, qui était un élément sacré pour les Celtes, et adossé à une vieille forêt avec beaucoup de chênes et du gui, et qui était aussi pour les druides des choses sacrées. Donc cet endroit rassemblait sans aucun doute un certain nombre de paramètres qui le rendaient dans la pensée religieuse de ces gens-là important. Voilà. Et surtout l'élément de la craie. Parce que, comme vous disait Jean-Pierre, il y a des marnes partout aussi. Donc c'est très humide, ça pourrit immédiatement. Donc ils voulaient certainement, pour favoriser, parce que la religion pensait que la mort n'était qu'une étape, et qu'ils allaient revenir ailleurs. Donc toutes ces offrandes, elles étaient là pour participer au confort du voyage, mais il fallait quand même un certain confort du corps. Donc ils le mettaient sur un endroit caillouteux, très bien drainé, de façon à limiter le pourrissement. Donc voilà, c'est certainement le pourquoi du comment il est éloigné, parce qu'ici, on avait fait une exposition il y a 2 ans sur les briqueries, ce n'est que de la glaise. Mais il y a des couches énormes de glaise, puisqu'on en a fait une industrie. Donc vous n'allez pas mettre leur cadavre, leur mort, dans des marigots. Voilà. Alors c'est probablement la raison de cet éloignement. Alors je continue après. 1900, continuation des fouilles précédentes relatées par M. Buisson. 1902, Georges Buisson loue des terrains pour poursuivre les fouilles. Il n'y a aucune information sur ce sujet. 1930, quelques tombes celtes sont mises à jour par M. Lamar et Octobon. 1967, alors là on passe à la période contemporaine, Jean-Pierre Guillaumet y consacre une thèse intitulée « L'abri à l'époque protohistorique, Hallstatt et Thènes ». Hallstatt et Thènes, c'est deux périodes de l'Antiquité protohistorique. Hallstatt, c'est à peu près, en gros, je dirais 1000 à 800, et puis après, moins 700, enfin moins 1000, moins 800, et après l'Athènes, moins 600 jusqu'à la période de... Jusqu'à 0. Voilà. Et après, en 1977, il y a un colloque à Sens relatif au Sénon à l'époque de l'Athènes, 2e âge de fer. Point à la ligne, terminé. C'est pour ça qu'il y a quand même plein d'interrogations sur cette nécropole, parce que ça a été fouillé partiellement. On attend les archéologues. Ouais. Amateurs ou pas. Moi, j'ai fait des interrogations, comme je pense que vous allez en faire des interrogations. Après, ça c'est mes propres formulations. Il semble, a priori, qu'il n'y ait aucune étude globale sur ce mobilier romain, mérovingien et celte, a été entrepris à ce jour. Que constate-t-on? Il semble exister 3 cimetières, un celte, un gallo-romain et un mérovingien. Ça, c'est mes propres conclusions. Après, il n'en tient qu'à moi, comme dirait ma compagne.
Mais les publications sont lacunaires. Hormis les plans généraux et les plans de M. Buisson, 2 tombes, donc les fameuses tombes à hypogée, les emplacements sont imprécis. Ils ne permettent pas de déterminer topographiquement les emplacements des formes de tombes ou de nécropoles. Les éventuels empiètements ou chevauchements ou superposition de sépultures. Parce que généralement, des fois, on superposait, le celte était superposé avec le gallo-romain, donc on ne sait pas des fois trop ce qui se passe. Mais là, rien n'a été noté, quoi, à noter. Alors, est-ce qu'il y a des enclos funéraires? Parce qu'il y a plusieurs années en arrière, des archéologues ont fouillé des ensembles funéraires, enfin des nécropoles, et ils sont tombés sur des enclos. Et généralement, c'est relativement celtique, ces enclos funéraires. Donc il y avait une enceinte funéraire qu'on appelait le téménos, et à l'intérieur de cette enceinte, il y avait des nécropoles, et il y avait des méthodes d'incinération et des méthodes d'enfouissement et d'incinération ou d'ensevelissement des personnages. Voilà. Alors, ça c'est mes propres interrogations. Alors, la situation de la première semble être concentrée sur la colline Marguerite. Alors, elle est celte. Alors ça, c'est mon avis. La seconde, la troisième, gallo-romaine et mérovingienne, seraient concentrées principalement sur la colline des Craya ou Croya, et ou lieu-dit approprié. Comparé aux nécropoles du Vicus de Jaulmes, ces nécropoles ne font pas partie d'un village. Pour moi, ça c'est mon avis. N'ayant aucune connaissance du terrain de ce village et des sites, il semble, d'après les écrits, qu'aucune structure spatiale ni substruction d'habitat ont été mises à jour. Il n'y a pas de personne à trouver un habitat dans le secteur. C'est un peu embêtant. Alors, y avait-il un village ou des entités communautaires qui vivaient et se sont succédés pendant 600 ans? Parce que là, la période celte jusqu'à mérovingienne, c'est 600 ans. Ça fait quand même pas mal. C'est à peu près de nos jours, à l'époque d'Henri IV, vous voyez. Alors, y a-t-il eu un lieu cultuel? Moi, c'est un petit peu ce que je pense. C'est une information exclusive. Y a-t-il eu un lieu cultuel commun qu'on appelle conciliabulum en romain ou en latin, avec 3 civilisations qu'on peut supputer, mais aucune structure de type enclos quadrangulaire ou circulaire, ni tumulis, comme les fouilles de Limrad l'ont matérialisé dans la Bassée, le long du couloir fluvial de la Seine, soit par des investigations préventives, soit par des photographies aériennes. Citons Bazoches, Desbrais, Ballois, Peugny, Gouet, Hermé, et j'en cite, il y a aussi Villeneuve-la-Petite, où j'ai eu la chance, moi, de connaître l'une des archéologues qui a fouillé à Villeneuve-la-Grande. Donc Villeneuve-la-Grande, c'est une enceinte circulaire, et dedans il y avait des sépultures. Donc ça a été fait ça en 1964, c'est très très vieux, mais j'ai eu la chance, moi, de connaître l'une des femmes qui a fouillé sur ces enclos funéraires. Alors notons par exemple que la nécropole de Gouet, qui a été fouillée en 2002, a révélé 59 inhumations. Et je fais un petit peu parallèle, je t'en ai pas parlé de ça. Et 4 enclos, mais il y avait 4 enclos funéraires quand même. Elle est datée de du troisième âge de fer, similaire, de par les sépultures en pleine terre, parce qu'elles ont été trouvées en pleine terre, soit simples, soit doubles. Il y en a qui ont été trouvées doubles. Et ici, il n'y a jamais eu d'annotation si elles ont été... Et ici, on a un triple. Triple, d'accord. On a un petit dessin de Bergeron, ouais, où on voit, il explique très, très nettement, on voit donc 3 cadavres superposés, séparés par une couche de pierre plate. Ouais, tandis qu'à Gouet, ils étaient côte à côte. Voilà, ça, ils ont même supposé que c'était peut-être l'homme et la femme. Mais bon, si ça se trouve, maintenant, c'est peut-être l'homme et l'homme. Tu fais de l'humour, là. Voilà, là c'est un petit peu pour plaisanter. Donc cette nécropole de Gouet me fait penser à celle de Montigny.
Donc, et alors, ainsi que les armes et les bijoux qui s'y rassemblent quand même. Moi, j'avais récupéré une fibule en fer qui est exactement la même forme, la même typologie qui a été présentée là. Donc la céramique est typique, mais cette céramique qui est ici, elle est beaucoup plus gallo-romaine que celte. Parce que les céramiques qui ont été trouvées à Gouet, c'est ce qu'on appelle des céramiques à gros dégraissants. Ce sont des céramiques qui sont très très épaisses. Elles font des fois 1 cm, 1,5 cm. Et c'était des urnes funéraires qui étaient énormes comme ça, quoi. Et c'est pas du tout la même texture de céramique. Celle-ci est beaucoup plus fine. C'est ce qu'on appelle des fins dégraissants, je t'ai dit. Et commentaire. Alors, après, c'est un peu compliqué, donc je ne veux pas trop m'étendre. Voilà. Alors, j'ai dit que celle de Montilly-Dancou semble plus récente en chronologie de par les fibules en fer mises au jour par rapport à Gouet qui sont en bronze. Celles de Gouet sont en bronze, mais il y en a quelques-unes en fer qui ont été trouvées. Mais la plupart sont en bronze. Donc ça serait la fin plutôt de l'Alstate et là, on est en pleine période de la Telle. Voilà. L'âge de fer. Alors, des interrogations en tant que novice m'interpellent. A-t-il été mis à jour des sarcophages en calcaire olithique, comme ceux de Jolme, comme ceux de Saint-Martin de Chênetron, au Mec de la Madeleine, à Hermé, et celui de Canépuse, où il a été réemployé. Et ils ont trouvé une sépulture qui était une borne milliaire. Une borne milliaire, c'était une borne qui indiquait en gros les kilomètres sur les voies romaines. Et elle a été creusée, et dedans, ils ont mis une sépulture. Et du réemploi. Voilà, c'est du réemploi. Alors, aucune information sur la constitution architecturale des sépultures, hormis le descriptif des tombes à hypogée. S'agit-il de sépultures en pleine terre? Apparemment, je pense, sur lit de pierre, ou coffre de pierre en bois, coffre en tuiles romaines, dites tegulae et ebris. Donc, les sépultures gallo-romaines, c'est peut-être plus pour le sud de la France, mais certaines sépultures gallo-romaines, c'était des tuiles qu'on récupérait dans une maison et on les mettait ce qu'on appelle en bâtière. Mais elles avaient la forme d'une maison. C'est-à-dire qu'il y avait le quadrilatère et au-dessus, on les mettait en forme de toit. Et les enfants ou les êtres humains étaient inhumés dedans. C'est ce qu'on appelle les tuiles en bâtière. Voilà. Alors, est-ce qu'il a été trouvé des sites de pierre et en calcaire ou ont-elles été trouvées? Aucune épitaphe a été trouvée. Il n'y a pas d'épitaphe. Alors, une épitaphe, c'est une tombe, comme on a dans nos cimetières, hein, avec une inscription. Voilà. Alors, du point de vue rituelique, pour les sépultures gallo-romaines, des monnaies ont été trouvées, ont-elles été trouvées dans la bouche des individus. Alors ça, c'est un rite d'incinération ou d'inhumation où on mettait ce qu'on appelle l'obole de charron dans la bouche du défunt. Ça, c'est un rite qui est grec, hein, qui est d'origine grecque. Et ce rituel, il s'est perpétué. Mais là, on ne sait pas, il n'y a pas eu de description des gens qui ont fouillé, quoi. Elles auraient pu orienter les datations. C'est-à-dire que si vous avez des oboles, enfin des pièces de monnaie dans la bouche de l'individu, ça peut orienter, si vous voulez, la date où les gens ont été inhumés ou incinérés. Le rythme de l'obole, passage dans l'au-delà, dans la bouche antique, s'est perpétué jusqu'en Gaule chevelue, mais pas systématiquement. Était-elle à proximité des corps? On ne sait pas. Et alors, il indiquait par M. Buisson qu'il était trouvé des monnaies constantiniennes. Alors ça, c'est un très bon point chronologique, parce que Constantin le Grand et ses fils, Constantin le Grand, c'est 308 après Jésus-Christ jusqu'à 337. Donc là, on sait exactement quand les gens ont été à peu près enterrés. Voilà.
on peut supputer l'existence d'une communauté clanique d'agriculteurs. Alors c'est la différence entre Jaune et Montigny-Loncoux. Pour moi, ce sont des agriculteurs ou des gens qui faisaient de l'élevage, agriculture, enfin, ou semi-élevage, semi-agriculture, ce genre de culture. Voilà, donc c'est une communauté d'agriculture qu'on appelle des Sénons, ils sont d'origine sénonne. Les Sénons, c'était les habitants celtes de toute la contrée. Alors les Sénons étaient un peuple extrêmement important dans la Gaule, puisque à Agendicum, donc à Sens, moi je le mets sur mon livre, il y avait quand même 6 légions romaines. Ça veut dire que Sens était une ville très 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 importante dans la Gaule antique. Et c'était la capitale des Sénons. Les Sénons, c'est un peuple. Il y avait les Allobroges, les Sénons, il y avait les Ambiani, qui sont vers Amiens, il y avait les Parisi, qui étaient vers Paris, il y avait les Meltes, qui étaient sur Meaux, etc., etc., etc. Donc les Sénons, si vous êtes originaire de la région, vous êtes des descendants de Sénons. Et ceux qui n'y sont pas, c'est les Séouis. Voilà. Alors, en ce qui concerne les poteries gallo-romaines, le rituel des offrandes, des accompagnements libatoires pour le défunt semble être attesté. Donc, tous les petites poteries que vous avez vues, généralement, c'est des pots à libation. Donc, il y avait un rituel où on enterrait, où on inhumait on incinérait l'individu et après, derrière, il y avait toute une cérémonie rituelique où on posait pour le défunt, pour dans l'au-delà, qu'il ait à manger et qu'il puisse jouir de tous les bénéfices qu'on a sur Terre. Alors, il y a une coupe à libation, donc je te l'ai dit, là, c'est un drac 36, donc c'est une coupe, vous verrez, elle est rouge, ou ceux qui veulent visiter le petit musée à la mêlée, vous la trouverez. C'est une coupe rouge, c'est une coupe à libation, c'est typiquement les coupes qu'on mettait en offrande. Voilà. Alors, d'autres questionnements sur la morphologie des individus. L'état des corps, on ne sait pas. Et notamment la dentition, qui peut indiquer des maladies osseuses, l'aspect physique. Grand ou petit. Apparemment, ça a l'air des grands. Oui, le seul individu qu'on a là, il a un fémur de 46 cm, c'est exactement la taille du mien. Si tout est proportionnel, je suis 1,80 m, ou je faisais, tu vois. Et ça fait un individu quand même. Ouais, mais là tu n'as qu'un individu, donc tu ne peux pas savoir sur les 80. Est-ce qu'ils étaient tous costauds? En général, les Gaulois étaient bien nourris. Alors c'est quand même le but, même si j'ai un peu mis donc contre les archéologues, mais c'est quand même le but des archéologues, c'est quand même ces gens-là quand même, ils ont des spécialistes et ils vont détailler exactement. Il y avait peut-être 36 femmes, 40 hommes, il y avait des enfants. Généralement les enfants n'étaient pas mis dans les tombes, ils étaient en dehors des tombes. Et les enfants, on les enterrait généralement sous les seuils de porte. Les enfants, les nouveau-nés, je précise, les nouveau-nés. Tout ce qui était... Ces cimetières, c'était réservé à tout le monde ou à l'élite? Parce que ça ne fait pas beaucoup de monde pour un village, 3 tombes, 4 tombes. Voilà, c'est très intéressant ce que vous dites comme question, parce qu'on ne sait pas exactement... Parce que là, ça ne paraît pas beaucoup. Exactement. Alors, donc il devait être enterré ailleurs. Exactement. Aller dans la terre, c'est possible. C'est possible. Pour le commun du mortel, on devait... Alors, là, il y a quand même une partie d'élite parce qu'il y a des armes. Donc s'il y a des armes, ça veut dire... Voilà. Mais ce qui veut dire que le commun du mortel était enterré dans le jardin. Pas dans le jardin, c'était toujours dans les nécropoles, mais il est enterré en pleine terre. C'est probablement pour ça qu'on n'a pas de traces. Et généralement, c'était un linceul, enfin, d'après les spécialistes, généralement c'est un linceul, et ils avaient une agrafe. Ils avaient juste un linceul, on leur mettait une agrafe, on les enterrait en pleine terre comme ça. Voilà. Alors, y a-t-il des incinérations? On ne sait pas. A priori, les tombes étaient toutes pleines de cadavres, toutes celles qui sont... Oui, mais est-ce qu'il y avait des tombes spécifiques avec des urnes funéraires, avec des incinérations? C'est pas précisé. Ouais, c'est pas précisé.
Voilà. Alors, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect de type de population. Est-ce que c'était des Germains? Est-ce que c'était des Méditerranéens? Est-ce que c'était des Celtes, des non-Celtes, des mi-Celtes, du beurre de mi-Celtes? C'est des Bretons à ce moment-là. Alors, les sépultures mérovingiennes semblent avoir un contenu d'artefacts militaires. Apparemment, ça serait des mérovingiens. Alors, d'après les divers inventaires de Georges Buisson en 1956 par M. Georges Gaudron, puis voir l'inventaire de M. Delaunay dans les bulletins de la Chape. De la haie. Delaunay, pardon. Numéro 135, 137 de 80 et 83. S'agit-il de guerriers qui pouvaient contrôler un poste de guet? Parce que au niveau de la montagne Marguerite, vous avez une vue à 180 degrés sur la vallée. Ça pouvait être peut-être un poste de contrôle, peut-être que c'était un point stratégique. C'est des questions qu'on se pose, quoi. Enfin, moi je me pose. Donc, c'est un point probablement stratégique, puisqu'il domine la vallée, du nord de la Seine, jusqu'au sud. Et même jusqu'à Lyon, puisqu'on voit les monts du Sénonais. Ces renseignements semblent avoir été omis. Les rapports de fouilles font-ils mention de ces renseignements? On a d'interrogation. D'autres hypothèses peuvent être probablement émises, et au vu des recherches lacunaires, d'un amendement systématique des recherches archéologiques qui se sont concentrées uniquement sur l'abassée et les futures exploitations de carrières, parce que les archéologues sont concentrés là-dessus, sur les exploitations de carrières. Le peu d'expérience et mon ignorance sur ces nécropoles m'incitent par bon sens à réfléchir sur le contexte et les circonstances qui ont pu fédérer l'éclosion de cette communauté probablement agricole et l'existence de plusieurs nécropoles. Les grandes routes et voies fluviales pré-romaines et romaines sont très éloignées de ce site. C'est pour ça que moi j'ai fait un comparatif avec Jaune, parce que les voies romaines, il n'y en a pas ici. Alors, est-ce qu'il y avait des voies celtiques? Ça, c'est fort possible, mais on n'a aucune trace. Il n'y a aucune trace dans cette région de voies, de grandes voies antiques. On a la voie de Seine, mais elle est à combien? 5-6 km. On a la voie Agrippa, effectivement. Non, plus que ça. La voie Agrippa, elle passe à l'est de Donne-Marie-Dontilly, elle passe vers Savins, pour ceux qui connaissent. Et puis, donc, c'est très très éloigné, tu vois. C'est ça que, pour moi, c'est agricole ici. C'est un système agricole. Mais peut-être qu'il y avait un point stratégique, hein, tu ne peux pas savoir. Hein. Alain, il va nous dire s'il y a un point stratégique. Les grandes routes et voies fluviales pré-romaines et romaines sont très éloignées du site. Voir la carte théodosienne et les recherches du colonel Gélin. Alors, si vous avez l'occasion, le colonel Gélin a écrit un bouquin qui s'appelle La Brigade gallo-romaine. Comme c'est un ingénieur militaire géographe, il a très bien expliqué tous les systèmes de voies de communication. Ce sera 300 €, monsieur. Ah, c'est tarif. Ah, bah 350. Alors, une autre possibilité de voie secondaire qui aurait pu rejoindre la voie Agrippa en passant par Donne-Marie-Dontilly au niveau de Parois. Alors, il y a une voie que je suppute être peut-être secondaire qui passe au niveau de Parois. Elle longe la route nationale, enfin la départementale, qui va à Donne-Marie-Dontilly. Alors je me suis posé la question si ce n'était pas une voie secondaire qui rejoignait en fait la voie Agrippa au niveau de Savins, Parois, Donne-Marie-Dontilly et qui atterrissait sur Montigny-Lancon. C'est une supposition. Voilà. Si ce n'était pas le cas, alors je pense en faveur d'un lieu de culte lié à une divinité forestière et aux eaux jaillissantes de sources. Parce que je pense qu'il y a des sources là-haut. Mais ça, c'est pour mon avis. Assimilé à un dieu ou à une déesse romanisée.
les arguments, le point culminant dominant la vallée, l'orientation plein sud, le lieu-dit, la justice, le finage des coursiers de Châtel, qui serait le point de rencontre de deux communautés du Montois, lieu possible de justice et de culte. Et après, je ne vais plus vous embêter. Peut-être un lieu ludique qui s'assimilerait à un conciliabulum local. À ce propos, voir les tables galandaires en bronze gauloise, datées du IIe siècle avant Jésus-Christ, mises au jour à Coligny, dans l'Ain, qui indiquent les jours fastes et les jours néfastes des fêtes celtiques. Et toi qui es breton, alors les jours néfastes, c'est Samat, et les jours fastes, c'est Mat. Comment ça, Je ne savais même pas. voilà. Je ne suis pas breton ancien, moi. Alors, là, je fais une petite communication, je ne sais pas si je l'ai fait. Il y a quelques années, j'ai repéré par photographie aérienne un rectangle, un carré par exemple. Il fait à peu près 20 mètres de côté, et c'est possible que ce soit le lieu de culte sur Montignon. Voilà. Et sur ce, là, C'est très intéressant. Bravo. On a fait avec. En plus, vous avez bien vu, les documents sont très impressionnants. Ils sont particulièrement. C'est des touristes, ils ont posé, les dons, et puis là. peut-être passer quelques petites photos. Mais je n'ai pas eu le temps de me concentrer et de le trouver. Et puis elles sont toutes dans la. Et la prochaine fois, tu me préviens un an à l'avance. Non, parce que là, j'ai arraché à ses vacances. Merci. Oui, il est à la retraite. Merci d'avoir fait ça pour nous. Oui, Jean-Pierre. Jean-Pierre Moreau. Le lieu de culte est situé à peu près où par rapport aux nécropoles? Est-ce qu'on peut le... Je ne veux pas en parler parce que après, on va y aller. il y a des gens qui vont peut-être y aller. Ah, il faut. Dès qu'on peut, on communiquera sur ce sujet. Tu peux lui dire à Jean-Paul, il ne le répétera pas. Bon, c'est pas non loin de Jean-Paul, il a un petit billet. De la métropole, mais plus en bas. Un petit billet. Allez, oui. Non, il est, Je vous montrerai ceux qui viennent à l'école il n'est pas très loin de la nécropole. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était. Il doit y avoir un lieu culturel. Genre un petit temps. Merci, madame. Oui, parce que j'ai une bouteille, moi. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oui, enfin, surtout à Jean-Pierre, monsieur, moi. Et sinon, je vous incite, alors on a deux choses. À la suite de Jean-Pierre, on va passer cette petite vidéo qui raconte un peu ce qu'on a raconté. C'est un extrait d'une émission C'est pas sorcier autour des Gaulois, qui est assez bien faite. Je l'invite tout le monde. Et puis après, on vous guide dans l'exposition tout seul. Hein. Pour ceux qui sont arrivés en retard, tant pis. Pour moi, c'était pas grave. Ils sont là-bas dans le fond, là, vous savez. Est-ce que la vidéo sera mise à disposition? Parce que c'était Oui, alors sur le site de la mairie, alors la dernière fois, ça a duré un an, donc on est. Non, mais là, on va faire ça, tout simple. Oui, bien sûr. Dans le menu d'accès à la mairie, enfin au site de la mairie, vous avez Vie des associations. Vous cliquez dessus, vous allez chercher l'APML, Association pour le patrimoine de Montigny-en-Cour, et vous avez au défilé toutes les vidéos qu'on a produites depuis 3 ans maintenant. Donc il y a le thème du taco, le thème des briqueteries et le thème de Stéphane Blouin l'année dernière avec le château des Lunettes. Et il y aura la conférence puisque nous avons notre caméraman qui a capté tout. Et il fait pompier de service en même temps. Et Alain qui a un blog sur la Bassée, tu feras un petit truc quand même. Bah oui, voilà, très bien. Donc vous pouvez consulter le blog de Alain. Voilà. Donc, comment dire, oui, ceux qui ont parlé. Est-ce que tu as parlé de ton pont gallo-romain? Ah oui, j'ai Je suis arrivé trop tard. Je faisais l'histoire. Il a fait un. Alors, c'est grâce à Alain Métayer, qui est ex-journaliste à la retraite,
à la DGSE en plus. Quand ça prend du bout. Et c'est grâce à Alain que j'ai confirmé mes hypothèses sur le Vicus de Joule. Puisque il m'a présenté des photos aériennes et c'est là que j'ai vu l'endroit où je pensais Voilà, passer le... c'est phénoménal ce qu'on peut voir. Mais d'ailleurs, on peut faire de la photo aérienne à recherche avec Google Earth ou Voilà. Iphigénie. Puis quand ils ont pris les photos au moment où il y a en non-culture, là on voit très nettement les différences de couleur, de coloration des sols qui sont liées à ce qu'il y a enfoui dessous. C'est-à-dire que si vous avez un mur calcaire qui est sous terre, ben, l'herbe n'aura pas la même couleur en plein champ. Ben, ça c'est très net. D'ailleurs on fera tout le comme ça maintenant. C'est fini, le mec il sera mal assis avec la pioche. Puis après il envoie des ondes magnétiques, un petit peu des choses en radio électrique et radio magnétique. Les techniques se sont affinées pour qu'on ne passe pas notre temps à creuser pour rien. Voilà, on est. On peut Vous dire. avez les livres aussi qui peuvent être dédicacés peut-être par la main de l'auteur. Oui, alors ça c'est sur jaune. Ah, madame, je sais ni lire ni écrire. Une petite croix, ça suffira. Voilà, bon, oui, suivante, on dit 10 euros. voilà, pour ceux qui veulent, des souvenirs, c'est intéressant, Alors, c'est pas pour... c'est plus fouillé que ce qu'on a vu. C'est pas pour mon bénéfice, hein, c'est simplement parce que j'ai eu des frais d'imprimerie. Je suis un auto-entrepreneur. C'est pas les archéologues qui vont aider. C'est pas grave, encore une petite pique. On peut faire un chèque? On peut vous faire un chèque? Pas en bois. Ah, c'est dommage. Non, c'est papier et chèque. D'ailleurs, Sur feuille d'or? Sur feuille d'or? C'est ça, vous dites? Non, mais vous pouvez faire un chèque. Oui, d'accord. voilà, c'est fini. Mais c'est bien, on a un chèque.